Amis auditeurs, c'est un grand plaisir de vous retrouver ce soir dans cette nouvelle édition de notre programme, la première édition du mois d'avril. Nous vous souhaitons la bienvenue et nous allons nous retrouver encore aujourd'hui pour échanger avec notre invité. Et je ne serai pas seul, même si ces derniers temps nous sommes à deux, puisque l'autre membre en déplacement un peu empêché, il va nous retrouver donc, disons, dans quelques jours. Mais aujourd'hui, je ne suis pas seul. Je suis avec celle-là que vous voyez, c'est Patricia Atemouni. Bonsoir, Patricia. Bonsoir, Père Jean-Pierre. J'espère que Voilà. vous m'entendez bien. Oui, moi je t'attends avec ces grands sourires comme d'habitude. Bienvenue encore, Patricia, Merci. Merci. pour, pour cette émission d'aujourd'hui. Alors, qui est-ce que nous recevons aujourd'hui, Patricia? Alors, notre invité du jour est chercheur en politique et relations internationales. Il est aussi analyste spécialisé dans les questions de conflit, de sécurité et de gouvernance en Afrique subsaharienne. Il est également l'auteur de Not My Rose Day, qui est une autobiographie saisissante qui retrace son parcours personnel au cours des violences de l'Est du Congo. Et son nom est Dr Alès Mbouka. Bonsoir, Voilà, bienvenue docteur. voilà, Bonsoir, c'est bonsoir Patricia. Bonsoir Pierre, Jean-Pierre. Voilà, merci, merci beaucoup d'être avec nous. C'est une grande joie de vous recevoir dans le dialogue avec qui reçoit tout le monde pour échanger sur des problèmes de société. Et nous sommes là pour pas seulement informer, mais pour former aussi les gens. Et dans toute liberté des paroles, sans beaucoup d'animosité. Alors, bienvenue. Et comme d'habitude, dans nos émissions, nous donnons la parole à notre invité pour retracer rapidement son parcours de vie. Ça signifie son enfance et ses études d'abord en première partie. Et puis en second temps, alors vous allez aussi nous parler de votre parcours professionnel pour qu'on puisse vous connaître davantage. Ceux qui ont vu nos affiches ou notre annonce de l'émission, nous avons ajouté à la fin PhD, ça signifie déjà que vous avez une thèse de doctorat et vous allez nous en parler évidemment dans la première partie de votre formation. Alors, on vous donne la parole pour vous présenter, vous encore à part la petite présentation rapide qu'a faite Patricia, vous nous parlez de vous pour que nous puissions, avec nos auditeurs, vous connaître. Et voilà, vous avez la parole, Monsieur Mbouka Alex. Merci Pierre, Jean-Pierre. Bon, je commence par mon enfance. Je suis né au Congo, au Sud Kivu, dans le haut plateau du Tomboué, connu aujourd'hui comme le haut plateau du territoire de Vira, Mwenga et Fizi. C'est vraiment des terres magnifiques. J'ai eu une partie de mon enfance qui est très agréable. Une partie de mon enfance était aussi vraiment joyeuse dans ce côté du monde, côté de l'Est du Congo. Et je suis né dans une communauté des éleveurs. J'étais vraiment fasciné par ce mode de vie qui est vraiment autour des bovins, dans un milieu qui est naturel, vraiment chercher le pâturage pendant plusieurs saisons de l'année. Ça me fascinait en tant que gamin. Mais le Congo, comme vous le connaissez, c'est un très bon pays. La nature nous offrait presque tout ce que nous voulons. On n'achetait presque pas grand-chose dans ces milieux. Et en tant que gamin, j'étais vraiment très fasciné aussi vraiment d'interagir avec le monde de nature, surtout chercher le miel, les fruits dans les forêts, nager dans des bonnes rivières dans ces côtés du monde. Je ne sais pas si vous connaissez, en fait, l'Est du Congo égorge 40% d'eau potable du monde. Bon, pas l'Est du Congo seulement, mais aussi les côtés de l'Ouganda, tous ces côtés du lac Victoria jusque vers le fleuve Nil.
Donc, ça, c'est incroyable. Nous vivons dans un milieu le plus riche, pas seulement des minéraux, mais des ressources naturelles. Alors, pour moi, l'enfance, donc j'ai fait l'école primaire d'à ses côtés, l'école secondaire un peu plus loin, à Uvira, dans la cité d'Uvira. Et plus tard, j'ai fait l'université en Angleterre. J'ai fait les études de management au début, une maîtrise en études des conflits. Et deuxième maîtrise, c'était aussi en analyse des conflits. Et plus tard, j'ai fait le doctorat en analyse des conflits, mais dans le département des relations internationales et politiques. Voilà, donc les choix là est vraiment conditionné de mon passé. Donc, je suis né dans une communauté qui est toujours au centre de la politique congolaise. Peut-être là, je ne vous coupe pas la parole, nous allons y arriver petit à petit pour analyser un peu ce que votre enfance a marqué en vous. Mais j'ai une petite curiosité là qui m'a fait rire quand vous avez dit que pendant votre jeunesse, vous alliez chercher notamment le miel. Mais quand on sait que attraper le miel, ce n'est pas donné à tout le monde puisqu'il y a quand même des abeilles. Alors, vous pouvez un peu, c'est une sorte d'anecdote quand même. Hein? Comment est-ce que vous avez fait pour attraper le miel, par exemple? C'est juste une petite curiosité. Oui, c'est incroyable comme connaissance. Il faut vraiment suivre les abeilles pour savoir où se trouvent les niches. Et puis, après, bien sûr, il faut aller les soirs. Il ne faut jamais extraire le miel pendant la journée, sinon vous serez en danger. C'est toujours le soir avec le feu, mais le fumet, c'est ce qui vraiment, il faut distraire les abeilles. Après, il faut quelqu'un qui est vraiment plus brave pour mettre les doigts dedans et puis extraire le miel. C'était incroyable, surtout à la jeunesse. En groupe, si vous arrivez à faire ça, et après ramener le miel à la maison, c'est quelque chose de réalisation en groupe et surtout un travail en équipe. Mais ça demandait aussi vraiment de révélation. Donc, de tact pour le faire. Vous n'avez jamais été piqué par les abeilles en cherchant du miel? Bien sûr. Il y a eu un incident un peu stupide que j'ai fait. J'ai vu un voisin qui avait, comment vous appelez, donc il élevait les abeilles. Et puis, je me suis dit, mais comment je vais attendre qu'il aille le miel? Moi, je peux aller chercher quand même un peu des abeilles chez elles. Et comme ça, j'ai fait aussi le mien. Et malheureusement, je suis parti avec une assiette. Ça m'a piqué. J'étais presque, voilà, c'était très dangereux. Heureusement, je suis là. Bon, c'est une anecdote. Ouais, Alors, oui. nous allons continuer. Vous avez fini les études, vous avez fait une thèse de doctorat, vous avez dit. Et puis alors, vous avez suivi d'autres formations ou bien Oui, en tout cas, relativement. Donc, j'ai eu des formations professionnelles dans ce domaine toujours. Professionnellement, j'ai travaillé avec le gouvernement britannique. Mais nous ne sommes pas encore au niveau des parcours professionnels. C'est encore les études, puisque même si on a fait une thèse, on peut toujours suivre encore d'autres formations post-doctorales, ainsi de suite. C'est dans ce sens-là. Oui, non, j'ai fait des études professionnelles, surtout en économie politique, en analyse de conflits. Il y a des grands centres à Londres qui est LSI. C'est une grande université qui offre des formations professionnelles aux gens qui sont déjà engagés et qui travaillent avec le bailleur de fonds ou bien avec le gouvernement. Donc, ça s'appelle Senior Level Leaders. Donc, ça, c'est vraiment le titre des conflits, analyse des conflits. Je voulais juste vraiment une transition de l'académie à la profession. Alors, maintenant, si vous le permettez, après des études, de bonnes études, de longues études aussi, puisque faire une thèse, ce sont des moments de profondeur de science qui prend l'homme, surtout le cerveau, avec tout ce que cela exige
comme des nuits blanches ou bien beaucoup de temps passé devant les livres, devant, disons, l'ordinateur ou bien la bibliothèque. Alors, la vie professionnelle, le parcours professionnel maintenant. Ok. Au début, comme j'avais fait la gestion des entreprises, j'ai travaillé avec les organisations locales, communautaires en Angleterre. Mais avant, j'avais travaillé avec les ONG au Rwanda, juste quelques mois après le génocide contre les Tutsis. Je travaille avec une ONG qui s'appelle Coopération Italienne. J'étais très jeune, j'avais peut-être 21 ans, 22 ans, et j'ai eu la chance de travailler pour le PNUD, le programme des Nations Unies pour le développement. C'était au Rwanda à ce moment-là. Et quand je suis allé en Europe, c'était en Suisse. Là, c'était avant de commencer vos études, disons, universitaires Avant et la thèse. Oui, exactement. Et je travaille avec le projet suisse qui faisait de l'humanitaire. À ce moment-là, je suis allé en Europe et voilà, en Angleterre, je travaillais avec l'université de Brighton. Je travaille avec les organisations communautaires dans ces coins de la région, dans ces coins de l'Angleterre. Et plus tard, je travaillais comme le lead sur la cohésion sociale dans le département du gouvernement fédéral en Angleterre. Au niveau des provinces. Et après, j'ai travaillé pour une ONG nationale. J'étais le directeur de l'éducation et l'inclusion et participation. Et avec ça, j'ai écrit des ressources pour les écoles en Angleterre, vraiment éduquer les enseignants comment travailler avec les migrés, les enfants qui venaient dans les écoles. Donc, j'ai produit des ressources qui ont eu des prix, un prix national. Donc, comment enseigner la question des réfugiés ou la question des migrations. Et plus tard, je me suis embarqué dans la recherche. À ce moment-là, j'avais déjà fini mes 2 maîtrises. Dans la recherche, c'était au Congo. Je faisais ce qu'on appelle l'économie politique, vraiment en assistant les bailleurs de fonds qui soutiennent les gouvernements en Afrique. Souvent, c'est l'étude de l'environnement des affaires. Souvent, c'est étudier le blocage institutionnel ou bien les acteurs politiques qui peuvent être vraiment, qui peuvent influencer l'exécution d'un projet au lieu de le bloquer. Donc ça, c'est quand même très intéressant au Congo. Ça m'a donné la chance d'être exposé à des grands projets. Justement, on va y parler peut-être plus tard. Je crois que là, vous avez parlé un peu plus de ce que vous avez fait en Afrique. Et maintenant, vous êtes en Angleterre et vous continuez dans l'enseignement, pour, disons, comme enseignant ou quoi, si ce n'est pas un secret aussi, évidemment, puisqu'il nous sommes là pour vous connaître davantage. Oui, bien sûr. J'ai enseigné à l'université Christchurch. J'enseigne l'éthique et les valeurs pour des degrés ou bien les licences qui donnent la chance aux gens de travailler immédiatement, sans toutefois faire les niveaux académiques de maîtrise. Donc là, c'est la criminologie, sociologie, non, pas sociologie, c'est plus académique, les études médicales, la police, tout ce genre, toutes ces licences-là qui donnent l'ouverture à aller travailler immédiatement. Donc, j'enseigne les valeurs. Mais j'ai développé un module aussi à cette université pour enseigner les études des réfugiés. Donc, Refugee Studies, ça commence souvent au niveau maîtrise. Donc, mon challenge aux universités, c'était que les gens qui travaillent, frontline workers, tout le monde qui travaille avec les gens, ils doivent absolument avoir un niveau universitaire, de travailler avec les personnes qui ne sont pas nécessairement natifs
en Angleterre. Donc, j'ai développé un module que j'enseigne là. Mais j'enseigne aussi la politique d'immigration à la même université comme sessional lecture. Voilà. Wow. OK. Voilà. Alors, maintenant, nous avons laissé le temps un peu de vous présenter vous-même. Maintenant, nous allons essayer de vous poser aussi des questions quand même, ayant trait d'abord à votre vie et puis aussi au niveau de la région de Grand Lac et surtout en République démocratique du Congo. Alors, Monsieur Mvuka, vous êtes chercheur en politique et relations internationales et spécialiste de la région des Grands Lacs, une région qui régulièrement est en ébullition. Et vous êtes évidemment peut-être fort frappé par cette situation puisque vous êtes de l'Est comme tous les Congolais, bien sûr, mais ceux de l'Est le sentent autrement. Alors, avant d'aborder l'analyse que nous allons faire avec diverses questions, comment votre enfance, que vous venez de nous décrire, et votre parcours personnel, que ce soit pour les études et pour le travail, ont-ils façonné votre regard en fait, de chercheur? Puisque l'enfance nous marque et l'environnement nous marque que vous avez décrit là. Comment est-ce que, disons, votre enfance vécue dans ces milieux, un peu, quand on vous entend parler, c'est comme si, bon, pas comme si, c'est quand même un peu parasitiaque. Donc, végétation, on voit des lacs, des montagnes. Moi, j'ai été moi-même aussi dans cette partie de la région des Grands Lacs, puisque j'ai vécu quand même 2 ans de ma vie au Rwanda et 1 année de ma vie au Burundi. Donc, je connais un peu la région. Okay. Alors, comment un peu votre enfance et votre parcours a façonné votre regard de recherche sur le terrain? C'est vraiment une question fascinante. Je dois commencer par dire c'est un paradoxe, effectivement. Ces paysages que j'ai décrits, ces bons pays, partout, la végétation partout, 65% du territoire congolais qui n'est pas habité, presque pas. Sud Kivu est vraiment très underpopulated, donc je ne sais pas comment le dire en anglais. Pas beaucoup de gens. Non, en français, puisque vous l'avez dit en anglais, donc c'est en français. C'est sous-peuplé en fait. Quand Peuplé, oui. Moins peuplé, quoi. Mais malheureusement, comme je vous ai dit, une autre partie de mon enfance était vraiment tragique, était de mauvaises expériences. Et j'ai développé vraiment un espoir très profond d'aspirer ou bien une ambition de chercher la paix ou bien de chercher la sécurité. Cette ambition est devenue une passion, est devenue une détermination, mais je ne pouvais pas la réaliser sans vraiment beaucoup de gens généreux, des gens bienveillants qui ont ouvert voilà, des petits moments qui a donné la chance à des fenêtres d'espoir, à des fenêtres de survivre. Et voilà, ça, les gens disent, je vais devenir un médecin, je vais devenir un juriste. Moi, je n'avais pas assez de ça. Il y a un moment où je disais que je vais devenir le secrétaire des Nations Unies, mais c'était après. Mais le début, franchement, je voulais juste être dans la paix. Je vais vous dire pourquoi. En fait, je suis né dans cette communauté-là qui est Banyamulenge, qui a été toujours au sujet politique au Congo. Mais ma famille aussi a été affectée directement parce que mon arrière-grand-père était un de mes amis, ou bien le roi. Comme vous savez, un peu de l'histoire de l'époque coloniale, ils ont supprimé les chefferies ou bien les royaumes des Tutsis. Depuis même en Ituri, je pense, hein, il y a eu des cas comme ça. Mais au Nord Kivu, ils ont supprimé ce genre de chefferies. Au Sud Kivu, par coïncidence, c'était ma famille, c'était la personne d'où je viens.
mais cela ne pouvait pas, juste ces formes que les autorités coloniales faisaient, c'était pas pacifique. Bien sûr, mon arrière-grand-père, il a résisté. Il y a eu des conflits avec les Belges. Et évidemment, comme ils avaient le pouvoir, il a été défait. Il a été relégué dans un milieu hostile, très dangereux, avec des insectes qu'on appelle les tsetse. Ça cause ce qu'on appelle sleeping disease. En français, c'est une maladie qu'on appelle trypanosomiase. Les gens sont morts vraiment à milliers, en centaines, parce que c'était pas à milliers. Et puis des animaux aussi. Le temps qu'ils sont revenus, ma famille, ils n'avaient ni royaume ni l'habitation. Vous voyez donc la politique, même la politique coloniale m'a affecté personnellement. Et plus tard, si je peux zoomer un peu, dans les années 54, ça c'est quand même quelque chose d'intéressant pour les Congolais de toute diversité qui nous suivent. J'ai toujours encouragé les gens de lire l'histoire du Congo et comment ça a affecté chaque communauté au Congo. C'est pas nous victimiser, mais victimiser. Mais en 54, il y avait une compagnie à Kinshasa qui gérait les chemins de fer de Matadi. Ils étaient en faillite. Et le pouvoir colonial qui s'est dit, écoute, nous allons vous aider. Nous allons vous subventionner. Subvention, c'était la concession gratuite de 30 ans. Et on les a donné la terre de Banyamulenge au site Kivu. C'est vraiment des grandes terres. Et cette compagnie vient et débarque. Ils viennent faire l'élevage moderne des bovins, comme c'est l'élevage qu'on voit en Hollande ou bien en Suisse. Et du coup, comme conséquence, ils ont déraciné la communauté par force. Et plus tard, en 65, vous savez, la guerre mouléliste, une révolution qui devrait être noble de Lumumba. Une révolution noble au sud Kivu est transformée en guerre tribale. Les Banyamulenge sont chassés encore, en totalité, dans les hauts plateaux. Donc, ils sont venus dans les plaines de Ruzizi. C'est aussi un endroit très hostile aussi, avec les malarias. Beaucoup de gens sont morts de conditions humanitaires, mais aussi le malaria, qu'ils n'avaient pas de protection. Ma famille aussi était bien sûr là. J'ai perdu des oncles là-bas. Et plus tard, je vais aller rapidement, entre 1980 et 1990, bien sûr, c'est des événements qui n'affectent pas tout le monde. Il y a eu le rejet des candidats à Banyamulenge dans les élections législatives. Et ça crée des révoltes de Banyamulenge. Mobutu, jusqu'à ce que Mobutu s'est dit, mais ces gens, ils ont l'audacité de brûler les votes. Donc, ça doit être une injustice incroyable. Comment ils arrivent à se révolter jusqu'à ce point? En fait, on les avait exclus. Et ça créait au Sud Kivu des violences. Mais ailleurs, bien sûr. Vous tous, vous n'avez pas su cela. Et plus tard, on a vu la crise en 1990 avec la Conférence nationale souveraine qui crée une crise énorme de chasser les Tutsis à l'Est. Avec l'idée que, écoute, nous allons savoir qui est Congolais et qui ne l'est pas. Et bien sûr, ça n'a pas affecté tout le monde. Mais c'est ça, en fait, la cause de la crise de toutes ces années 30 ans. C'était cette époque, entre 1990 et 1992, où le Parlement congolais donne 7 jours aux Tutsis de quitter le Congo. Et bien sûr, ça faisait partie aussi des violences, des cruautés incroyables. Et plus tard, entre 1998 et 2006, où il y avait des accords de paix, il y a eu bien sûr une guerre qui impliquait 6 pays. Une guerre qui impliquait 6 pays, avec 12 groupes armés. Et pendant cette guerre, bien sûr, la communauté rwandophone, ils sont toujours siégés, malgré qu'il y avait des rébellions dans le nord du Congo, à l'ancien Équateur, avec Jean-Pierre Bemba. Il y avait des rébellions à Kisangani, avec le professeur Wamba de Wamba. Il y avait la rébellion qui était basée à Goma. Il y avait beaucoup de rébellions. Mais après, c'est seulement les rwandophones qui ont été accusés ou comme faisant partie de tous ces rébellions. Mais c'est le Rwanda aussi qui est accusé, malgré qu'il y avait 6 pays qui faisaient partie
de toutes ces rébellions. Mais plus tard, pour finir, il y a eu une paix quand même pendant Joseph Kabila entre 2006 et 2016. Il y a 10 ans qui nous a donné la paix, qui a donné la paix à la communauté. Et après 2016 jusqu'à maintenant, la communauté a connu des cruautés, des déracinements. Donc, pour répondre à votre question, comment ça a fasciné mon regard comme chercheur, j'ai eu vraiment la curiosité d'étudier les causes internes des conflits en RDC. Mais aussi, j'étais fasciné par ce déclin de l'éducation civique en RDC. Mais ce déclin des valeurs humaines, cette cruauté, cette déshumanisation qui devient normalisée. Et voilà, donc ce n'était pas me venger de ce que je subis ou bien de pertes que j'ai subies pendant tout ce temps, mais quand même, ce parcours que je vais vous décrire a façonné les intérêts de mes recherches académiques. Merci beaucoup pour ces détails. Nous allons y revenir d'une manière ou d'une autre avec d'autres questions, évidemment. Patricia n'a pas beaucoup parlé depuis le début. Je lui laisse aussi la parole. Patricia. Merci, Père Jean-Pierre. J'écoutais attentivement. Je pense que c'est assez passionnant d'écouter Dr. Vuka. J'ai commandé d'ailleurs votre autobiographie, mais malheureusement, je ne l'ai pas reçue à temps. Mais j'ai lu quand même quelques extraits, mais aussi des critiques sur Internet. Donc, dans votre autobiographie, dont le titre est Not My Worst Day, vous racontez votre enfance qui a été marquée par les violences, comme vous venez de nous le dire ici, mais aussi vous racontez vraiment des choses dans les détails, ou emprisonnement répété, menaces de mort. À un moment aussi, j'ai vu qu'il y a un passage où vous parlez d'une histoire où on vous a carrément versé de l'essence sur le corps. Et tout ça, c'était simplement dû au conflit dans l'Est, mais aussi à votre appartenance ethnique. Donc, on va peut-être pas aller dans tous les détails, mais j'aimerais vraiment savoir, que vouliez-vous que le monde, surtout que les Congolais aussi certainement, comprennent en mettant en expérience votre enfance dans ce livre? Merci Patricia. Écoute, les récits sur le Congo, c'est toujours souvent, bon, c'est exagéré, c'est souvent les statistiques. Et on veut savoir, et moi je voulais vraiment que nous présentons les personnes derrière ces statistiques. Mais on a connu aussi des fausses caricatures sur le Congo qui sont vraiment influencées par les romans européens. En Angleterre, en tout cas, si vous demandez les gens ce qu'ils savent du Congo, ils vont vous parler du roman Congo, The Heart of Darkness. Donc, c'est le centre des ténèbres. Ils ont été fascinés par les Tintés au Congo, en Belgique. Ils ont été fascinés par les narratifs, genre le Congo, c'est un endroit des primitifs, des barbares, où les gens se tuent entre eux. On a eu aussi des narratifs que les Congolais même, ils ont créés, genre le Congo, c'est la capitale mondiale des viols. On a eu aussi des concepts qui ont été créés par les Hollywood, genre le minerai du sang. Aujourd'hui, on a eu des concepts genre génocoste, mais tous ces concepts, ils ne sont pas définis dans une façon objective. On les attache comme on veut, on les adapte. On a eu aussi une série des experts, soit des experts, qui sont venus soit dans les ONG, ils deviennent des experts, ils écrivent sur le Congo et les narratifs sont, les Congolais s'approprient ces narratifs. Mais avant ça, on a eu dans l'histoire les narratifs genre les Bantous, les Néolithiques, tout ça c'est des concepts importés. En fait, en écrivant l'autobiographie, j'avais un peu parcouru les livres qui sont écrits et je me disais, mais les gens ne peuvent pas comprendre le Congo si on n'essaye pas de simplifier l'histoire dans une façon un peu personnelle.
en créant les caractères, mais qui sont, bien sûr, ce n'est pas des fictions. Les gens en Occident, ils aiment le film, par exemple. Ils aiment lire des autobiographies, surtout sur des affaires qui sont plus complexes politiquement. En fait, je voulais un peu représenter aussi les gens qui n'écrivent pas. Ce n'est pas que je suis la personne qui a été affectée plus que les autres, mais je me disais, mais j'ai quand même le privilège d'écrire. J'ai le privilège d'accès aux gens qui publiaient. Mais l'éthique. J'ai une maison d'édition qui est très prestigieuse, mais une fois, à un certain moment, ils m'ont dit de retirer deux chapitres. Je ne pouvais pas continuer. C'était comme si j'ai tué les caractères dans les deux chapitres. Il a fallu que je continue à trouver une autre maison d'édition. Voilà, donc c'est vraiment la voix des sans-voix, mais c'est aussi vraiment encourager les Congolais parce que les récits sur le Congo sont écrits par les autres. Je voulais faire partie des autres Congolais qui écrivent l'histoire qui est écrite par les autres. Merci. Absolument, absolument. Merci pour cela. Je pense que dès que je vais recevoir le livre, en tout cas, j'hésiterai pas à le lire, mais aussi à partager quelques passages sur mes réseaux sociaux. Merci. Père Jean-Pierre. Merci, Patricia. OK, alors, comme j'avais dit au départ, avant l'analyse, on a parlé un peu de votre enfance. Je reviens justement sur votre enfance encore maintenant pour voir un peu que vous avez eu une sorte de parcours de résilience qui vous a mené jusqu'à faire votre doctorat à Leiden, si je prononce bien le mot, et votre engagement aussi, je crois que ça doit être une association qui s'appelle Conflict Analysis Research Center. Et l'académisme où vous êtes maintenant avec votre formation, a-t-il été, comment dire, pour vous une forme de résistance et une manière aussi de transformer la douleur que vous avez subie en outil d'analyse et d'action. Donc, puisque notre background nous façonne, détermine un peu ce que nous faisons et ce que nous sommes. Oui, merci Père Jean-Pierre. Je dois dire, en fait, je me suis rendu compte que le Congo souffre énormément, je l'ai peut-être dit, il souffre énormément d'un déclin d'éducation et surtout de la culture scientifique. Nous avons connu une période de 14 ans à l'époque de Léopold, l'État indépendant du Congo, à 60 ans de colonisation, et pendant 7 ans, il n'y a pas eu la production des intellectuels vraiment en masse. Et je sais que vous, en tout cas, vous le savez aussi, on parle d'une dizaine, en 1960, d'une dizaine d'universités à ce moment-là. Donc, c'était un problème. Le pouvoir colonial ne voulait pas absolument que les Congolais accèdent à l'éducation supérieure. Il y avait d'autres alternatives, genre le D4, les moniteurs. Par contre, les gens qui étaient des amis aux colons, bien qu'ils venaient chercher le travail et arrivent à travailler avec les colons, ils deviennent des amis. Ils montaient un niveau pour devenir les évolués. Ce qu'on a appelé, on a attendu des évolués. Alors, ça créait une culture presque d'aspirer à devenir un homme ou une femme moderne. Donc, la vie dans la cité, qui rejette énormément la vie culturelle africaine, la tradition africaine. Et ça, pour le Congo, c'est vraiment un phénomène en Afrique, mais au Congo surtout, ça a créé ce phénomène que nous connaissons, de vraiment dévaloriser ce qui est congolais. Si vous allez à Kinshasa aujourd'hui, vous allez trouver l'eau Swiss Water, Canada Water. Vous n'allez pas trouver quelque chose de Kasai Water. Vous n'avez pas trouvé quelque chose de la région. Je suis allé dans une région
au Congo, dans le milieu rural, il y avait seulement un hôtel. Et les hôtels, sur les chambres, c'était écrit Londres, Bruxelles, Paris. Pour finir, j'ai refusé à dormir dans les chambres. J'ai refusé. J'ai dit, mais je ne peux pas dormir dans Londres, même si j'y habite. Mais je suis au Congo, j'ai dormi dans Londres. Mais toutes les chambres, c'était écrit les capitales dans le monde occidental. Alors, qu'est-ce que je vais dire par là? Je vais chuter. On a développé cette culture de la musique, cette culture, les poteaux, la sape. Voilà. Et c'est ça, on est connu avec cette culture. Si vous demandez au Kenya, qu'est-ce que vous connaissez des Congolais? Si vous demandez aux gens en Afrique de l'Ouest, qu'est-ce que vous connaissez des Congolais? Ils vont nous donner cette caricature. Les gens qui aiment l'amusement. Et voilà, moi, en écrivant, pour venir à votre question, c'est vraiment une résistance contre cette stéréotype. Et nous sommes des gens qui sont sortis d'une histoire tragique, l'époque, au moins 75 ans, de l'époque coloniale, et 32 ans de dictature de Mobutu, et les autres années, ils ont été affectés par les guerres. Et bien sûr, ça a affecté la population. Alors, c'est une façon de résistance contre cette culture qui dénigre le Congo, qui déshumanise les Congolais. Mais aussi, pour la partie de votre question aussi, je voulais utiliser aussi la recherche ou bien l'engagement de recherche pour transformer justement la douleur dans cette analyse ou l'action positive, comme vous l'avez dit. Il y a un concept en psychologie qu'on appelle community therapy, la thérapie communautaire. En fait, le concept implique les victimes, les gens comme des femmes qui ont été violées ou bien des gens qui ont été victimes de conflits, de trouver les solutions, thrive, donc, et tous les jours, chercher les solutions aux problèmes qu'ils ont été victimes. Alors, en faisant ça, c'est vraiment l'auto-aide, si je peux dire comme ça. C'est-à-dire, vous n'êtes pas juste là, vous êtes en train de trouver une solution aux problèmes qui vous ont victimisé, qui vous ont affecté. Une sorte d'auto-guérison. Voilà, une sorte d'auto-guérison. Et moi, je pense, même si je ne sais pas, je n'ai pas des études qui confirment comment les gens sont guéris, mais au moins, vous gérez. Vous gérez la situation. Moi, j'ai développé une sorte de non-vengeance. Parce que je me rappelle toujours de ces gens qui sont beaux. Je ne me rappelle pas souvent les figures ou bien les faces des gens qui étaient mauvais. Alors, juste une question. Toute cette situation ne change pas aussi un peu pas seulement le regard, hein, puisque le regard est là, ça ne change pas un peu aussi votre langage, qu'il y a des fois où c'est difficile de cacher cette sorte d'amertume du vécu qui est douloureux qu'il y a, et puis ça peut rendre quelqu'un un peu plus amer dans l'écrit ou bien même disons, dans la recherche, c'est un peu difficile, mais surtout dans les écrits, quand on a l'occasion de dire quelque chose, on le dit un peu avec des paroles un peu plus, disons, plus amères, si je peux utiliser les mots, mais plus dures, disons. Sûrement. Et en fait, le conflit est polarisé en RDC. En fait, l'absence de l'État a fait que tout le monde s'approprie la connaissance sur le Congo. Et s'approprie même la politique du Congo. S'approprie même le policier. Donc, c'est que le Congo doit être. Donc, vous voyez toujours la polarisation sur qui est Congolais. Disons, polarisation et puis même la bipolarisation. Si on n'est pas à gauche, on est à droite, ainsi de suite. Bon, c'est qu'on répare. Et donc, le fait que l'État n'a pas si régulé les relations sociales entre le peuple, donc le peuple, chacun, il se dit comme, ils sont comme les DGM, ils sont comme les migrations. Et Moubembe, et Moufoulirou, et Moulouba, il est là, il te dit, bon, écoute, tu n'es pas congolais. Comment tu peux être congolais? Mais tu n'es pas de l'immigration.
c'est l'immigration qui décide qui est congolais, qui ne l'est pas. Et ce n'est pas n'importe qui, ce n'est pas un voisin qui va le dire. Alors, comme c'est anarchie au Congo, de s'approprier les politiques nationales, bien sûr, ça donne des frustrations. Si vous connaissez la réalité, vous avez accédé aux données, et ça donne des frustrations. À ce moment-là, vous pouvez peut-être, bien sûr, les langages peuvent changer, mais ça ne peut pas... Même aussi un repli identitaire, ça signifie que chaque communauté essaie de se regrouper pour se défendre. C'est un peu ça, ça arrive. Ça arrive évidemment. Mais en tout cas, il y a des layers, la superposition de niveaux des réactions. Ça ne peut pas aller jusqu'à être violent, et violence physique surtout, ou bien violence verbale. Bien sûr, ça frustre que les gens ne veulent pas apprendre. Il n'y a pas une sorte de culture d'apprendre. Et les gens touchent sur une information, et surtout qu'il y a la culture de ne pas lire, le sens critique n'est pas là. Et bien sûr, si vous êtes engagé dans des recherches pareilles, et surtout que vous êtes victime, ça peut arriver où vous êtes frustré et vous voulez donner, vous dire aux gens cruellement, de dire, écoute, voilà, vous êtes animé d'une haine, d'une animosité contre les gens, et ça change de vraiment des raisonnements, voilà, des arguments raisonnables ou bien des arguments respectables. Dans les écrits, moi j'ai pris la position de recherche engagée. Je sais que dans l'académie, c'est vraiment difficile même faire l'interview comme ça, parce que vous ne voulez pas perdre le statut d'académie. Je suis toujours défié par le scientifique, vraiment, de la philosophie à l'époque grecque, où la science était là pour transformer la société ou le bien-être de la population. Donc, il y a eu un moment, jusque dans les années 60, les universités ne pouvaient pas recevoir le financement n'importe quoi. Elles ne peuvent pas recevoir le financement de l'armée, elles ne peuvent pas recevoir le financement de la police, parce que la science est là pour promouvoir le bien-être de la population. Donc, la science doit toujours être là pour la justice sociale. C'est ça ce qui m'inspire pour prendre un peu la position des recherches engagées, ou bien être là, donner des analyses qui ne sont pas nécessairement académiques. Ok, merci en tout cas, merci beaucoup. Patricia? Oui, mais on vous lit aussi beaucoup sur, en tout cas moi je vous lis beaucoup sur Twitter, et personnellement j'apprécie vos analyses sur Twitter, bien qu'elles soient pour le format Twitter, donc c'est assez court, mais je crois que vous y mettez quand même assez d'informations pertinentes qui permettent aux uns et aux autres de comprendre, mais surtout de se poser des questions, mais aussi d'aller chercher d'autres informations un peu plus tard. Et comme vous l'avez dit, on n'a pas beaucoup d'analystes et chercheurs congolais qui font ce travail-là sur les réseaux sociaux, je veux dire. Évidemment, ailleurs, il y en a, mais qui le partagent sur les réseaux sociaux. Donc, je vous remercie d'abord pour ça avant de poser ma question. Merci beaucoup. Merci, Patricia. Voilà. Donc, pour revenir un petit peu à l'actualité, l'Est de la RDC est aujourd'hui malheureusement encore le théâtre d'une crise multidimensionnelle, et en tant qu'analyste, comme je viens de dire, analyste et expert de la région, quelle est votre lecture globale de la configuration actuelle? Bon, une question très pertinente aussi. Pour le Congo, aujourd'hui, héberge plus de 200 groupes armés. Et depuis ce qu'on commence par l'Est, en Ituri, il y a un groupe armé que vous connaissez très bien, Codeco. Et si vous descendez vers Beni, il y a la DEF.
Et au Nord Kivu, vous savez qu'il y a un mouvement rebelle de l'AFC M23 qui contrôle aujourd'hui presque 80% de la région du Nord Kivu et aussi une partie du Sud Kivu. Au Sud-Sud, je vous ai parlé d'une violence contre le Banyamulenge qui date depuis 9 ans maintenant. Et si nous partons vers le Katanga, il y a un groupe de Bakata Katanga, mais aussi si on va dans l'ouest, dans le Kwamuntu, il y a eu des conflits latents, ça a causé des violences dans le Yumbi, dans le Maindombe, avec le Yeke et Teke, et toujours autour des aspects d'autochtonie et alloctonie. Ils ne sont pas des autochtones, ils ne sont pas des natifs, ils doivent partir. Je suis allé en Équateur, à l'ancienne province de l'Équateur, dans les Guémena, et les Sidou-Bangui et Mongala. Dans les Sidou-Bangui, il y a un conflit entre les Ngwaka, le conflit foncier entre les Ngwaka et les Ngwande. C'était un peu violent en 2015, mais c'est toujours là. Mais vous savez aussi à Kinshasa que la politique est devenue très extrémiste. Il a rejeté les opposants. Les journalistes, ils sont arrêtés. Les généraux, les officiers Tutsi ou bien des Katanga sont incarcérés. Le PPRD, la partie PPRD ou bien l'ensemble FCC qui n'ont pas fait la transhumance politique de joindre d'autres partis, ils sont soit interpellés en justice ou soit ils sont en exil. Donc, ça, c'est une situation du pays. Mais ce qui est très grave, c'est cette situation des groupes armés. C'est des acteurs non étatiques qui contrôlent certains espaces. Et 60% des taxations illégales, ou même ils ont des mines qu'ils contrôlent, avec bien sûr la collaboration avec les élites politiques à Kinshasa. Donc, cette situation que je viens de décrire montre l'absence de l'État. C'est ironique quand on parle d'état de droit. L'UDPS a toujours parlé d'état de droit, mais la politique de l'UDPS, c'est vraiment le contraire de l'état de droit. C'est l'absence totale de l'État. Même, vraiment, je suis maintenant, je peux le dire aussi, cette description que les organisations internationales ils ont toujours donnée au Congo des stateless ou bien de lawless, donc le pays sans loi. Donc, c'est ça en fait la situation sécuritaire et politique que nous vivons aujourd'hui. Bien sûr, la grande partie qui est parlée, c'est le mouvement l'AFC M23, bien sûr, parce qu'il contrôle une grande partie. Mais ce qui me dérange plus, c'est le fait que ces groupes armés, ils sont financés par le gouvernement. 85% des ammunitions qui sont utilisées par les groupes armés, ils proviennent de l'armée. Et c'est quand même paradoxal ou bien triste, si je peux utiliser les mots émotionnels. Les trésors publics, ils achètent les armes pour l'armée. Les armes sont distribuées aux acteurs non étatiques, que le gouvernement n'a pas le contrôle de ces groupes. Et ces groupes, ils tuent la population. Vous allez voir, en Europe, les gens ont besoin de l'économie est basée sur la population. Si vous tuez les gens, vous tuez l'économie. Et ces barrières illégales, c'est qui sont contrôlées par les groupes armés, 60% des barrières illégales. Alors, vous vous rendez compte, ça détruit l'économie, ça tue les populations, mais ça tue aussi les militaires. Mais c'est l'argent du trésor public. C'est vraiment un cercle vicieux de la mauvaise gouvernance. Voilà une situation, en bref, ou bien globale, qui se trouve au Congo. Les arrestations arbitraires, les arrestations sur base des faciès. Il y a au moins 1000 personnes qui sont dans les prisons de Makala, Ndolo, parce qu'ils ont résisté contre
soit le déracinement, ou bien soit il ressemble au Tutsi. Si tu as un numéro 00250 à Kinshasa, ça, tu peux être emprisonné, tu es suspect. Si tu t'es photographié avec des gens qui, soit, entre guillemets, sont suspects par leur physionomie, tu peux être incarcéré. Voilà, donc c'est ça la situation aujourd'hui de la sécurité, mais aussi en globalité, la situation politique, l'instabilité politique. Moi, j'ai répondu un peu directement si Patricia a épuisé sa question. Moi, j'ai répondu un peu à la même situation pour parler de l'Est de la République démocratique du Congo. C'est d'une manière globale, sans accuser une partie ou d'une autre, puisque là, je voudrais plutôt mettre l'accent sur les populations civiles. Alors, il y a un élément particulièrement qui est préoccupant d'ailleurs, mais qui n'est pas aussi médiatisé comme tel. Donc, c'est moins médiatisé. Ce sont ces bombardements de part et d'autre, si on peut être sincère, dont les civils sont les principales victimes. Et quel est votre regard, encore pour une fois, comme analyste aussi, sur cette situation? Et quelles sont, selon vous, les conséquences que cela provoque, puisque c'est la population surtout. Ici, moi, je vois les populations civiles. Et souvent, on est habitué à nous parler seulement des enfants et des femmes. Non, mais c'est dans l'ensemble des populations civiles qui sont victimes des bombardements, puisque la bombe ne vise pas seulement ceux qui se battent, mais c'est surtout les civils qui se déplacent. On voit, je ne sais pas quelle image ça fait quand on voit depuis des années les femmes et les enfants en déplacement perpétuel. Il y a des gens qui sont à Bukavu, à Goma, qui disent « Moi, je suis né sous des bombes, et j'ai grandi sous des bombes, et les enfants... » Et ça change la personnalité. Et voilà un peu, bon, je commence à faire un peu encore des commentaires, mais je vous pose la question, quel est votre regard d'expert sur ces situations de bombes qui tuent surtout les civils, à part leur déplacement aussi, et les conséquences, puisque vous avez décrit votre enfance, c'est que ça marque les personnes qui vivent dans l'inquiétude, dans les déplacements, on ne sait pas ce que le lendemain est fait. Oui, merci d'inclure cette question. En fait, il y a des événements qui ne sont pas reportés. C'est l'inégalité dans les reportages de violences en RDC. Dans les hauts plateaux du Tomboué, il y a des bombardements quotidiens des drones, 400 bombes par jour contre les populations civiles. Ils ont bombardé les écoles, ils ont détruit 600 églises, ils ont détruit les écoles, ils ont détruit des structures sociales, même la radio, vous qui sont des journalistes. Alors, il y a une question, les gens qui nous suivent, vous aussi qui sont avec moi aujourd'hui, en tout cas, posez-vous la question pourquoi l'État congolais ne bombarde pas les ADF. Les ADF, c'est un groupe armé qui se trouve à Beni. Ce n'est pas seulement un groupe armé, c'est un réseau de terroristes avec des moyens de recruter au niveau régional. Ils ont même l'accès à d'autres pays, en Mozambique, en Somalie, en Ouganda, au Burundi. Pourquoi l'État congolais ne bombarde pas l'ADF? Et ils ont essayé avec les Ougandais 2 ou 3 fois. Et pourquoi l'État congolais ne bombarde pas Codeco? Codeco, il y a une fois, il y a eu des rapports où ils parlaient qu'il tue 1300 personnes par an. Vous avez vu des têtes, cette cruauté jamais vue, des décapitations de têtes des Hémas. Et pourquoi l'État n'envoie pas les mêmes moyens de tuer aériens dans l'espace contrôlé par l'AFC où se trouve le Bashi, par exemple? Et pourquoi Minembwe est plus spécial? En fait, la faute de Minembwe date de longtemps. L'État est venu aider les Maïmaï
pour se débarrasser des Banyamulenge, tout simplement parce que, entre guillemets, ils sont rwandais, ils doivent partir au Rwanda. Donc, l'État est venu prêter des efforts. Ils ont même sanctifié ces groupes Maïmaï en les appelant des Wazalendo. Autrement dit, ça veut dire des gens, des patriotes qui défendent le territoire congolais. Et vous avez suivi un débat très intéressant au Parlement à Kinshasa, en 1920, la commune de Minembwe. La commune de Minembwe, ce n'est pas Lubumbashi. Minembwe, ce n'est pas Kisangani. Minembwe, ce n'est pas Kalemi. Minembwe, ce n'est pas Kinshasa. Ça ne représente rien. Il y a quelques maisons en tôle. Les autres, c'est le village. Et pourquoi ça a été un intérêt et tous les Congolais se lèvent en parlant de la commune de Minembwe. Et pourtant, c'est une commune rurale simple. Ça faisait partie de la politique de décentralisation, de rapprocher les gouvernés aux gouvernants. Parmi les 200 communes qui ont été érigées par l'acte du gouvernement, seule Minembwe, à ce moment-là, la commune de Minembwe est devenue controversiale et contentieuse. Alors, Tshisekedi, il est venu renforcer cette idéologie de discrimination, de haine, en annulant l'installation de Minembwe, en offrant, ou bien en dotant les moyens au Maïmaï, au Wazalendo, pour se débarrasser des Banyamulenge. En fait, la commune est devenue intéressante. Pourquoi? Parce que c'est les gens qui ne sont pas voulus, les unwanted. Donc, parce qu'ils sont des Tutsis, donc ils n'ont pas le droit de terre. Et c'est un concept qui est sorti de la Conférence nationale souveraine. Quand vous avez entendu de ce phénomène à la nationalité de thèse. Alors, ça fait 9 ans que le gouvernement congolais appuie le groupe Maïmaï justement à déraciner les Banyamulenge, et c'est ce qui explique que justement c'est... Oui. Je crois qu'on va encore revenir sur ces questions de groupes armés de part et d'autre. Nous allons y revenir. Alors, juste une petite question avant de laisser la parole à Patricia. Malgré votre parcours de vie et tout ce que vous avez vécu, cet attachement disons, à la terre de naissance, comment vous sentez-vous intérieurement vous-même, puisque moi je me dis toujours dans la vie, il faut éviter des extrêmes ou des extrémistes. Et comme intellectuel, vous vous sentez où un peu modéré dans ce que vous avez vécu, de ce que vous faites? Non, oui. J'ai dit seulement modéré, hein, pour ne pas dire extrémiste. Donc, comment est-ce que vous vous sentez vous-même comme intellectuel? Vous prenez un peu de distance pour parler de la situation, ou bien, voilà un peu plus qu'il y a des tendances, hein, il faut dire aussi la vérité. Même parmi les Banyamulenge, il y a encore aussi des divergences, ceux qui sont pour, contre, ainsi de suite. Vous vous sentez où? Écoute, je vais répondre en ces termes. Dans la théorie des négociations, on parle toujours des intérêts et besoins. Et puis, il y a aussi la position et la défense. Ceux qui se focalisent sur les défenses et les positions, souvent n'aboutissent pas à un accord. Mais si vous focalisez sur les besoins et les intérêts, et à ce moment-là, vous êtes dans les bons. Et vous ne pouvez pas devenir un extrémiste. Bien sûr, vous pouvez vous attaquer au problème dans une façon extrémiste. Mais vous ne pouvez pas s'attaquer aux gens. Et vous devrez développer l'esprit ou les valeurs de non-violence. Ça, c'est là où je me trouve, moi. Je me trouve sur le côté de défendre les intérêts des peuples, les intérêts du pays, les besoins des peuples et les besoins du pays. Donc, si vous êtes là, l'argument n'est plus qui a raison, qui n'a pas raison. L'argument n'est plus la position politique. L'argument n'est la défense d'une idéologie. Mais au centre de tout ça, il y a les gens, il y a le peuple, il y a les personnes,
comment ils vivent. Il y a le pays, il y a la population. Moi, principalement les gens qui meurent, c'est tout ça. Exactement. Okay. Moi, je vis en Europe, je vois, peut-être je peux le dire, je ne sais pas si c'est... Et comme un expert sur le Congo, je reçois des instructions des juristes, des avocats, pour me dire de venir défendre le cas des Congolais. Et je vois des Congolais qui se disent, écoute, moi, je suis Mounyamulenge, je suis Tutsi, parce que c'est eux qui sont victimes. Franchement, moi, ce n'est pas moi d'aller, objectivement, d'aller dire qu'ils ne sont pas Tutsis, qu'ils ne sont pas des Banyamulenge. Ce n'est pas moi de les définir. Ils sont des Congolais qui ont un besoin, et voilà. Même si étant quelqu'un qui vient de là, je ne peux pas utiliser ces stéréotypes pour aller... voilà. Je suis toujours guidé par ces valeurs humanitaires, ces valeurs de besoins des peuples, des gens, au lieu de voir ce qu'ils défendent. Merci beaucoup, monsieur Alex. Alors, Patricia. Merci. Alors, oui, pour revenir un petit peu à tout ce que vous documentez, et d'ailleurs à ce que vous venez de dire, Dr. Mvuka, vous parlez spécifiquement ou vous documentez la manière dont la discrimination ethnique structure certaines violences dans l'Est de la RDC, sans oublier les discours des politiciens et de leurs communicateurs. Mais tout ça, ça provoque une sorte de haine et de rejet, en tout cas de la population et certaines catégories de population, dont les Tutsis, les Banyamulenge et tous ceux qui ont cet aspect Tutsi. Ici, on peut parler, je pense, de physionomie ou... oui, physionomie, je pense que c'est le terme scientifique. Et ma question, c'est quel impact la discrimination et la stigmatisation a réellement sur les populations aujourd'hui? Si vous pouvez nous dire brièvement, je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais dans vos travaux, vous en parlez aussi beaucoup. Quel est l'impact que ces populations vivent au quotidien et ce qu'elles ressentent en tout cas? En fait, ce que je ressens, c'est vraiment l'impact jusqu'au point de déshumanisation. C'est pas que c'est la communauté d'où je viens, mais quand je vois, même à l'époque de la violence contre les Baluba en 1990, c'est la caractérisation qui arrive jusqu'au point d'appeler les gens des biloulous, des insectes. Les Tutsis, c'est des personnes qui sont décrites comme les immortels, les gens sans sentiment, les gens qui n'ont pas de souffrance, les gens qui n'ont pas de faim, qui n'ont pas de soif. Et à l'est du Congo, il y a absolument ce problème sérieux qui a catégorisé la communauté Tutsi comme l'origine de tous les problèmes du Congo. Donc, ils disent que les problèmes ont commencé en 1996 par les soi-disant agressions rwandaises. Mais ils oublient que les Tutsis étaient des victimes depuis des années, 1960. Et d'ailleurs, la crise que nous avons connue en 1996, c'était sorti de Kinshasa, c'était sorti de la conférence nationale souveraine. Et les gens ne lisent pas, même par exemple les rapports Vanguma Bwendi, il faut les lire. C'est un document qui est là. Il faut lire les décisions que le Parlement congolais a prises pour chasser ces gens, pour les stigmatiser. Le rapport est vraiment très dangereux. Dans quel sens? Il est venu, c'est en 500 pages, à l'Est, il dit que j'ai trouvé les autochtones, les Tutsis qui sont autochtones, les Tutsis qui sont des réfugiés, les Tutsis qui sont des étrangers. Et il n'a pas décidé qui est étranger, qui est autochtone et qui est réfugié. Il a donné la décision à la population de choisir par elle-même. Ils ont donné la décision de chasser ces gens. Et voilà, donc, c'est quand même étonnant que ceux qui ont contribué à chasser, par exemple, Mobutu,
ils deviennent des héros, et les Tutsis, qui faisaient partie aussi de ça, ils deviennent des méchants. Cette caricature qui continue. Et même dans des rébellions, que tout le monde faisait partie dedans, et sauf certains sont sélectionnés. Certains, ils doivent utiliser les rébellions comme des chevals blancs pour arriver au pouvoir à Kinshasa, et après, chasser certains de leurs compatriotes dedans, et chasser même leur communauté, et responsabiliser ces gens de ces rébellions. Et c'est ça, en fait, ce que je trouve des stigmatisations de certains gens qui sont visibles, et puis aussi cette normalisation des messages de haine, ou bien comment on donne reward. Donc, les gens qui sont des extrémistes, ils accèdent au pouvoir, comme les Bitakuya, les Nzangi, les Bazaïba, parce qu'ils ont tenu des messages de haine, ils ont le pouvoir, ils ont des postes politiques. Donc, il n'y a pas une différence entre les politiciens et les autres quand il s'agit de la discrimination ou bien des messages de haine. Et ça, je trouve ça, c'est un impact tragique que nous vivons aujourd'hui. Absolument, absolument, c'est très dangereux, évidemment. Merci beaucoup, Dr. Vuka. Toujours on peut rester toujours là puisque nous vous avons invité surtout comme expert et analyste. Hein. Bon, même si ça se comprend aussi, vous êtes expert, chercheur, analyste, mais vous portez avec vous votre background, vos origines de l'Est de la République démocratique du Congo. Alors, dans les conflits qui sévit un peu actuellement, on peut dire toujours dans l'Est de la République démocratique du Congo, mais parlons plutôt de la région des Grands Lacs aussi. Si on prend seulement la partie de la République démocratique du Congo, hein, au-delà de la rébellion des AFC et puis M23, il y a plusieurs groupes qui sont régulièrement cités. Il y a évidemment les FDLR et puis vous avez parlé de Wazalendo, puisque ça dépend de quand on se trouve, hein, puisque les autres traitent les Wazalendo de groupes armés. L'armée dit, comme vous avez souligné, que non, ce sont un peu des gens qui défendent leur territoire, ou bien des ex-Maïmaï, et ainsi de suite. Et puis, les ADF qui sont venus principalement de Rwanda. Alors, dans vos analyses, hein, quand on lit, notamment sur Twitter, X, vous affirmez par exemple que le FDLR ne sont plus seulement un groupe armé, mais une idéologie hein, désormais diffusée dans les tissus congolais. Que voulez-vous dire par là, en fait? Oui. Qu'est-ce que c'est? En fait, oui, en fait, il y a une simplification de l'histoire. Il faut déjà commencer par se poser les questions pourquoi 80% de réfugiés rwandais sont partis au Congo. 80% en 1994. Ils ne sont pas partis en Tanzanie, ils ne sont pas partis en Ouganda, ils ne sont pas partis au Burundi. Alors, pourquoi? Moi, je décris dans mes analyses que c'est parce que le Congo offrait l'environnement et les conditions propices pour eux. Et le Congo a chassé les Tutsis, ils ont souhaité le bienvenu, les Hutus qui venaient du Rwanda. Alors, démographiquement, il y avait 1 600 000 personnes Hutus qui sont venues au Congo, mais 700 000 sont revenus au Rwanda. Où se trouvent les 900 000? Ils se trouvent dans la population. Et Jean-Pierre, est-ce que je peux mettre juste le câble électrique avant que ça se déconnecte? Je m'excuse. Pas de problème. Je crois que, oui, souvent c'est ça quand on n'a pas mis les câbles directement, on peut toujours avoir le risque que à un certain moment, l'ordinateur puisse s'éteindre. On va un peu attendre, disons, un peu de patience pour nos téléspectateurs. Notre invité est juste en train de connecter son ordinateur à l'électricité, sinon son ordinateur va s'éteindre et il va nous revenir d'un moment à l'autre. Un peu de patience. Et donc, merci beaucoup d'être là avec nous. Je vois
beaucoup qui nous suivent, et surtout sur YouTube, et aussi quelques-uns qui sont sur Instagram et Facebook. Alors, notre invité là, on lui laisse répondre donc, à la question. Voilà, donc je disais, cette démographie, il y a 1600, 700 personnes 700 000 personnes sont revenues, 900 personnes sont disparues au Congo. Je suis arrivé à Mongala, il y a au moins 200 000 personnes là-bas, au moins 500 000 personnes sont dans l'Est, dans la population. Alors, les FDLR, ils ont créé des collaborations avec les groupes armés locaux, ils travaillent ensemble, ils parlent les langues locales, la population sont dedans, ils ont la base de recrutement dans leur population. Quand les gens disent qu'ils sont vieux, mais ils sont, bien sûr, les vieux sont vieux, mais il y a quand même la base de recrutement. À part ça, et il faut que des gens voient cet environnement propice du gouvernement qui n'a pas désarmé au moins plus de 100 000 personnes qui étaient des combattants. On ne les a pas désarmés. Il y avait 35 000 soldats, il y avait plus de 80 000 anciens miliciens qui se trouvaient à Goma, et ils ont recruté dans les camps. Il y avait l'opération turquoise des Français qui voulaient soutenir ces groupes de revenir au Rwanda. Et depuis ce temps, il n'y a eu rien, il n'y a pas de désarmement, et la population sont partout à l'Est. Moi, j'ai dit souvent que c'est ça, en fait, la grande infiltration que le Congo a connue. Le renseignement congolais, ça m'étonne qu'ils connaissent tout, sauf la menace du Congo. Ils ont les informations de ce qui n'est pas les menaces. Alors, aujourd'hui, si ces gens, ils ont influencé les groupes armés, comme vous savez, les Wazalendo, ils ne revendiquent rien d'autre qu'en politique. Ils disent qu'ils veulent chasser les Tutsis, ils veulent protéger le Congo contre l'invasion du Rwanda, soi-disant le Rwanda Tutsi. Et ça, c'est l'idéologie FDLR. Si vous voyez des messages tenus par les politiciens comme Tshisekedi, je vais m'attaquer au Rwanda, je vais changer le régime de Kagame. Ce n'est pas que c'est un voisin menaçant. C'est parce qu'il laissait approprier l'idéologie de l'FDLR. Si vous voyez le message de haine comme le porte-parole de l'armée, Ekenge, qui décrit les femmes Tutsis de la même façon qu'on décrivait les femmes Tutsis pendant le génocide contre les Tutsis au Rwanda. Si vous voyez des théories conspirationnistes qui sont tenues par les gens comme Bitakwira, c'est l'assimilation de l'idéologie FDLR. Ils disent que les Tutsis sont mauvais. Les Tutsis sont voilà, evil. Il y a d'autres qui ont caractérisé comme des insectes. Les mêmes narratifs qui ont été utilisés à la radio RTLM au Rwanda. Nous avons vu les phénomènes d'infliger les souffrances dans les corps des victimes. C'est comme si le FDLR est venu professionnaliser la haine ou bien professionnaliser les tueries au Congo. Donc, c'est dans ce sens-là que vous expliquez que c'est devenu, disons, ce n'est pas seulement un groupe armé, c'est plutôt une idéologie. Alors, j'essaie de comprendre, puisque là, le temps commence à aller un peu vite. Je donne la parole d'abord à Patricia. Avant de jeter aussi un coup d'œil rapidement, après la question de Patricia, avant que je pose peut-être ma dernière question, pour voir ce que écrivent aussi nos téléspectateurs. Alors, Patricia. Merci, Père Jean-Pierre. Alors, Docteur Ruka, on n'a pas beaucoup parlé, en fait, de ces pays extérieurs, des voisins de la RDC et leur ingérence dans l'insécurité. Mais selon vos analyses, vous dites surtout que les groupes armés et les ingérences extérieures ne suffisent pas à expliquer l'insécurité aujourd'hui en RDC. Comment est-ce que vous voyez cette question-là des pays extérieurs et de la mauvaise gouvernance? Comment est-ce qu'on balance tout ça sur l'équilibre du pays, en fait? Avec les groupes, en bref, en tout cas, les groupes armés, l'ingérence extérieure, c'est les conséquences de la mauvaise gouvernance.
Ce n'est pas la cause. Et surtout, ce qu'on dit, la rhétorique aujourd'hui du gouvernement de Kinshasa. Alors, pendant 20 ans, les premiers 20 ans du gouvernement de Mobutu, le Congo était le bastion de la guerre froide. À ce moment-là, on peut justifier que l'ingérence extérieure a rendu Mobutu ce qu'il est devenu. Donc, il profitait des États-Unis, il était les policiers des États-Unis, le Congo qui est grand. Voilà. Les dernières 12 ans de son régime, à ce moment-là, la puissance bipolaire, il commençait à relaxer, si on peut le dire. Et il n'y avait plus de cas de coups d'État. Il commençait à donner un peu la liberté aux pays africains, jusqu'à ce que la démocratisation a commencé dans les années 90. Donc, à ce moment-là, ce n'était pas l'ingérence de l'extérieur. Il pouvait, pendant les 12 années, faire mieux. Et voilà, donc, tout ce temps, si je ne vais pas aller dans le détail, mais le temps s'est effondré et pendant beaucoup de temps, surtout maintenant. Et c'est la responsabilité des autorités congolaises. Les groupes armés que nous venons de parler, c'est des groupes armés qui ont des alliances avec les élites politiques. Pour influencer à Kinshasa, tu dois être un bon parleur, ou bien tu dois avoir une base tribale qui peut être te donner l'accès au pouvoir, ou bien tu dois avoir un groupe armé. Si tu tues beaucoup, donc comme ça, moi j'ai rencontré des seigneurs de guerre dans mes recherches. Ils me demandent, on écrit 6 mois en Europe, vous les chercheurs, vous écrivez beaucoup 6 mois. C'est pas qu'ils se gênent qu'on écrive sur eux. Ils veulent qu'on écrive sur eux. Comme ça, ils doivent avoir un profil un peu plus important. Et comme ça, ils peuvent être appelés aux négociations. Donc, il y a une économie politique dans la gestion des groupes armés. Les miniers, le site minier, voilà. Il y a beaucoup de politiciens nandais qui interagissent avec les ADF. Et l'ADF, s'il est là, il a été invité par Mobutu à ce moment-là, quand il combattait contre Museveni après Idi Amin. Il y a beaucoup de groupes armés qui ont été, même dans le Kwamonthu, c'était des politiciens qui ont voilà, qui ont vraiment enflammé la violence dans ces coins du pays. Regarde ce qui se passe à Kinshasa avec les immondices. On voit la mauvaise gouvernance automatiquement dans vos faces. Comment on va responsabiliser cela à un pays extérieur? C'est le Rwanda qui dit à Tshisekedi de ne pas faire les canaux à Kinshasa? C'est le Rwanda qui fait qu'il vole l'argent de 100 jours? Et toutes ces cruautés, les incarcérations des politiciens, c'est les États-Unis? C'est l'Europe? Non, mais on doit cesser. Le Congo est haï vraiment des moments difficiles avec les puissances extérieures, la colonisation belge. Si on doit rendre compte, on doit appeler à demander l'extérieur de rendre compte, on va commencer par la Belgique. Ils ont détruit le Congo, ils ont volé le Congo, les ressources. Ils doivent être les premiers à être accusés des génocides, même si c'est un concept qui commence aujourd'hui. Bref, l'incapacité de l'État à réguler les relations sociales, ça a donné cette instabilité chronique. Le clientélisme, le populisme, la politique ethnocentrique, qui produisent des groupes armés. Donc c'est ça en fait, c'est pas les étrangers. Le Rwanda ou les autres pays, les Burundi qui sont aujourd'hui impliqués dans le Congo, ou l'Ouganda, il y a beaucoup de pays qui sont impliqués dans le Congo aujourd'hui. Souvent, ils te disent, écoute, le Congo, c'est un jungle où les groupes armés, il y a la prolifération des groupes armés. Je ne sais pas si les gens savent que l'Ouganda, ça fait un moment qu'ils sont au Congo, ils sont en train de traquer les groupes armés, ADF, dans l'Ituri et à Beni. Et voilà, donc c'est ça en fait. Le Congo devrait se séparer
de ces groupes armés, prendre la responsabilité de promouvoir la cohésion sociale et la cohabitation pacifique et sortir de cette mauvaise gouvernance qui détourne le denier public. Voilà. Voilà, merci beaucoup. Nous allons jeter. Oui, Patricia? Non, allez-y. Oui, désolé pour ton rhume là. C'est pas un rhume, c'est des allergies. Désolé. Voilà, ça provoque quand même des rhumes, même si ce sont des allergies, ça se sent. Alors, on jette un peu un coup d'œil rapidement. Je n'ai pas compris ce que veut dire un de nos téléspectateurs, Nemi Eroumanzi, je crois. Alors, il dit ceci, je crois que c'est à propos un peu, c'est pas si à la suite des non-questions ou bien à vos réponses. Le Minembwe est le seul lieu où, au monde où un kilogramme de sucre coûte $30 et un morceau de savon coûte $50. Et alors, il continue en disant, et vous demandez les impacts de la stigmatisation, regardez là où arrive le niveau de la vie en Minembwe. Donc, c'est peut-être plus que nous, on a posé la question. Voilà. Bon, merci beaucoup à notre téléspectateur. Bon, c'est un peu une façon de dire que la vie, avec tout ce qui se vit là-bas, la vie devient même très chère et difficile pour les gens. Alors, moi, je continue un peu, peut-être ma dernière question, cette fois-ci, c'est, je reviens à vous. Vous avez travaillé aussi à Kinshasa, moi que je me trompe, pendant plusieurs mois comme consultant sur des questions de gouvernance qui est un peu votre spécialité. Alors, selon vous, quelle défaillance ou faiblesse avez-vous observé ou remarqué susceptible alors d'alimenter directement ou indirectement la prolifération des groupes armés dont on parle? Vous avez même cité les nombres, donc puisque souvent on oublie ça, on parle seulement de AFC M23 comme si c'était le seul groupe, et peut-être aussi l'autre groupe là de l'Ituri qui fait aussi beaucoup de dégâts là-bas, mais il y en a plusieurs. Alors, selon vous, est-ce que les défaillances et les faiblesses que vous avez observées seraient susceptibles alors d'alimenter les différents groupes armés? Ou bien aussi, cette hypothèse, vous avez fait allusion à ça, j'avais déjà entendu parler de ça, que presque chaque politicien, même ceux qui sont à Kinshasa, ils sont les petits groupes pour avoir de l'influence ou bien pour exploiter des minéraux, ainsi de suite. Ça, ce sont des choses qui s'écrivent même sur les réseaux, on peut les retrouver facilement. Voilà un peu ma question. Merci beaucoup, Jean-Pierre. Écoute, j'ai eu vraiment l'opportunité, le privilège de travailler à Kinshasa pas quelques mois, 5 ans. Donc, va-et-vient, mais quand même 5 ans. Alors, 5 ans, bon, 5 ans, disons, c'est quand même beaucoup, c'est plusieurs mois, disons. Exactement. Et je travaille sur les grands projets, par exemple, comprendre pourquoi il n'y a pas le pont entre deux capitales les plus rapprochées du monde. Oui, j'ai fait une étude sur ça. J'ai fait une étude sur Foner. C'est l'argent, énormément, beaucoup d'argent. Où se trouve cet argent? Normalement, ça devrait aider pour réparer les routes. J'ai travaillé sur le port de Banana avec les contrats superposés des pays, de plusieurs pays. Je travaille sur Inga, je viens de travailler sur Lobito et je travaille sur la libéralisation du secteur énergétique, comment les privés peuvent entrer dedans, et les réformes aussi des grandes organisations de télécommunications. Alors, une chose que j'ai appris des gouvernances congolaises, c'est d'ailleurs, une fois partagé au téléphone avec Patricia, je peux le dire, c'est vraiment le fait que les intérêts privés et personnels des acteurs étatiques sont en conflit direct avec les institutions étatiques. C'est ça pourquoi on ne voit pas les produits de gouvernement. Parce que les premiers ennemis du pays, c'est le leader des institutions étatiques. Alors, deuxième chose, la population, je m'excuse, ceux qui nous suivent,
et la population fait partie prenante de la mauvaise gouvernance. Et le fait que le gouvernement fait la promotion du populisme, et c'est ce qui intéresse les gens. Bien sûr, je ne suis pas en train d'exagérer parce que c'est une population qui est en otage. Vous voyez, si on vous dit qu'on va changer le régime au Rwanda, est-ce que ça va aider les gens à Kasaï, au Kasaï comment? Ou bien si on dit on va vous chasser les Tutsis, comment ça va aider les gens? Donc, comment on consomme ce genre de rhétorique? Alors, troisième, il y a une économie politique de l'instabilité sécuritaire. Je l'ai déjà dit, je ne vais pas y répéter, mais le système, il y a un système qu'il faut vraiment mentionner, un système informel de gouvernance. C'est ce qui d'ailleurs qui est lié aux groupes armés. Donc, à Kinshasa, si vous êtes là, la présidence, ils ont des gens qui ne sont pas connus, qui décident mieux que les ministres. Les ministres qui ont les portefeuilles, voilà, et les ministres qui ont vraiment la responsabilité d'un grand ministère. Et ce système informel, c'est ce qui favorise cet environnement et conditions de corruption et des acteurs qui veulent être influents et qui doivent mobiliser leur base, soit à travers les groupes armés ou soit à travers la population. Et l'autre chose, c'est que je trouvais que dans ce populisme, il y a toujours cette obsession qui est devenue une ressource, qu'il faut vendre le Rwanda comme l'ennemi du Congo. Si tu dis comme ça, tu dois être populaire. Est-ce que tu as... il faut dire aux gens, est-ce que vous avez dit quelque chose à condamner le Rwanda? Si vous ne dites rien sur ça, vous n'êtes pas accepté. Il y a certains candidats politiques qui font même des compétitions de combien, à quel degré ils détestent les Tutsis. Ça devient la politique à Kinshasa. Ouais. Et ça, je m'excuse, je suis en train de continuer sur ces sujets, mais c'est quand même partie de la mauvaise gouvernance congolaise. Merci. Ok. Alors, je ne sais pas si c'est chez vous qu'il y a ce petit bruit-là, alarme comme ça. C'est chez vous? Oui, c'est chez moi. Je crois que c'est le bip des messages qui entre. Non, ça ne doit pas être. C'est comme un alarme comme ça. Oui. J'ai pris un chargeur portatif. Oui, c'est rythmé comme ça, même cadence. Voilà, si, voyez un peu si on peut arrêter. Parce que oui. Alors, Patricia, maintenant, je te donne la parole. C'est à moi? Ok. Oui, alors, il nous reste à peu près, disons, si on arrondit 10 minutes. 10 minutes, on va dire. Ok. Pour conclure un petit peu, j'aimerais qu'on parle un petit peu des accords qui nous ont amenés à avoir un temps de répit. Comme vous avez dit tout à l'heure, sous Joseph Kabila, entre 2006 et 2016, c'était plutôt calme. Et puis aussi avant, donc il y a eu Lusaka, Sun City, Addis Abeba, Nairobi, Luanda, Doha maintenant. Les formats des accords et des négociations se succèdent, mais cela ne produit pas une paix durable pour le Congo. Selon vous, Dr Vuka, qu'est-ce qui manque fondamentalement à tous ces processus? La première chose, c'est vraiment la fragilité des institutions de l'État. Donc, la gouvernance voilà, les institutions sont instables. Les problèmes sont internes, mais les solutions sont externes. C'est toujours important. Vous avez les Nations Unies, le Congo est parmi les pays qui ont bénéficié les modèles d'intervention après la guerre froide. Donc, il y a le Congo, le Sud-Soudan, les East Comores, je pense, et le Burundi aussi, mais les Rwandais aussi, ils ont bénéficié de ces modèles d'intervention extérieure. Donc, le genre de top-down model, donc il faut construire les institutions nationales et cela va donner la réponse aux problèmes locaux. Mais ça n'a pas été le cas. Le Congo est parmi les pays
qui n'a pas vraiment marché avec ces modèles externes. Donc, ce que je voulais dire, c'est des solutions externes aux problèmes internes. Ça, c'est ça. 3, c'est vraiment la corruption endémique. Donc, les systèmes politiques souffrent de problèmes chroniques, de la mauvaise gouvernance, et il y a une disparité entre ce qui est décidé dans les accords. Par exemple, en 2006, il y a eu une constitution qui est parfaite, mais la constitution doit être exécutée, doit être appliquée. La constitution n'a pas de valeur, ce n'est pas appliqué dans sa façon. Et il y a aussi le fait que les gens se focalisent toujours aux conséquences des problèmes, aux conséquences de conflits, mais pas les causes. Voilà. Mais l'autre chose, c'est le fait que les gens qui participent dans les accords, ils sont multifacettes, si on peut le dire en français. Ils viennent parce qu'il y a le frais d'émission, ils signent pas vraiment, it's not genuine, mais c'est pas qu'ils ne croient pas à autre chose, un conflit. C'est comme le signature de Tshisekedi, il a signé plus de 30 accords. Il n'a pas obéi en aucun. C'est parce que, tout simplement, il n'y a pas la volonté politique d'exécuter les accords. Et enfin, l'État congolais produit le conflit. Et quand il produit le conflit, il n'y a pas une solution qui va venir d'ailleurs, des accords, qui sera durable. C'est comme les sapeurs-pompiers qui viennent éteindre le feu, l'incendie. Et si l'incendie est produit de l'interne, bien sûr, ils vont l'éteindre, mais le fait qu'il est produit à l'interne, il va encore s'allumer. C'est ça, en fait, le problème, pourquoi les accords ne sont pas appliqués. Ce n'est pas que les accords sont mauvais. Non, pas du tout. Les accords sont très beaux. Le Lusaka, c'est très beau. Joseph Kabila, il a essayé. Il avait vraiment la bonne volonté. C'est pourquoi il y a eu 10 ans de stabilité. Et après, c'était difficile. Lui-même, il dit qu'il n'a pas su changer la mentalité de l'homme congolais. Bref, ce n'est pas prendre un côté penché. Il faut reconnaître qu'il a pris le moment où c'était difficile, mais il avait essayé d'exécuter ces accords qui sortaient de Sun City. Voilà. Okay. Merci. Effectivement, c'est vraiment un problème complexe que nous avons au Congo. Mais bon, au fur et à mesure, je pense qu'on apprend de l'expérience et surtout des mauvaises expériences qui nous arrivent présentement. Donc, là, on touche vers la fin, en tout cas, de notre émission. Alors, on a l'habitude, quand on reçoit nos invités, Dr Bouka, on leur pose des petites questions, c'est pour détendre un petit peu l'atmosphère. Alors, ma première question, c'est est-ce que vous avez des livres préférés que vous puissiez recommander aux jeunes congolais ou aux jeunes en général, en tout cas tous ceux qui nous suivent aujourd'hui? Oui, oui, bien sûr. Bon, si c'est des livres académiques, pour ceux qui veulent savoir de la crise congolaise, il y a un professeur en Afrique du Sud qui s'appelle Mahmoud Mamdani. Il a écrit sur Citizen and Subject. C'était vraiment sur le Congo. Il y a un gars qui est décédé récemment, un Kivusien qui s'appelle Muchukiwa. Il a écrit sur territoire ethnique et territoire esthétique, pouvoirs locaux et conflits interethniques au Sud Kivu. Il y a un gars que vous connaissez très bien, qui vient souvent dans les médias sociaux, Bill Mokelwa. En 2022, il a écrit un bon livre, Les droits des minorités en RDC. Ça, c'est vraiment un bon livre. Il y a aussi un activiste à Kinshasa. Il a écrit sur les droits des nationalités congolaises d'origine, critères de reconnaissance, des passéismes haineux à l'humanisme moderne. Ça a été publié par Armata à Paris.
Il y a aussi Yang et Tana. Je peux vous les passer peut-être en écrit. Mais peut-être pour les jeunes, il y a un livre qui m'est... On l'a perdu. Peut-être son chargeur. Je vous entends pas. Pardon, pardon. Il disait qu'il chargeait probablement qu'il ne peut pas. Certainement, on a perdu la Les connexion, problèmes c'est de dommage. connexion, disons, coupure brusque de connexion. J'espère qu'il va vite revenir là, puisque il est presque temps pour qu'on puisse finir. On est presque à la fin, espérons, croisons les doigts, puisque c'est quand même brusque hein, son départ. On ne sait pas ce qui est arrivé comme ça. C'est parce que ça doit être téléchargé, déchargé. Puisque le bruit là qu'il faisait peut-être puisque son ordinateur ne chargeait plus. Bon, espérons qu'il va vite revenir comme ça, nous allons nous séparer. Sinon, ça sera quand même triste qu'il ne puisse pas voir le mot de la fin. Voyons, ça doit être probablement le bruit que ça faisait là, c'était plutôt l'alarme de non-chargement de son ordinateur puisque le départ a été brusque. Alors, nous rappelons à nos téléspectateurs que nous sommes en train de recevoir aujourd'hui M. Alex Mvuka, qui est chercheur et pas seulement, hein, il est plusieurs choses à la fois, analyste spécialisé dans les questions des conflits de sécurité, de gouvernance en Afrique subsaharienne. Et il vit en Grande-Bretagne où il a fait aussi ses recherches ou sa thèse doctorale. Et celui que nous recevons aujourd'hui, il est congolais, spécialement de l'Est de la République démocratique du Congo, une partie qu'il maîtrise aussi bien. Il a essayé de répondre à nos questions. Ce n'est pas toujours facile de parler de soi-même et de se sentir aussi concerné dans une situation, mais il essaie quand même de le faire comme intellectuel, mais aussi comme citoyen de cette partie de la République démocratique du Congo. Voyons s'il va vite nous revenir, comme ça nous allons nous séparer avec nos téléspectateurs pour aujourd'hui. Et on a déjà fait plus d'une heure, hein, 37 minutes jusqu'à présent, espérons hein, qu'il rentre vite. Patricia? Ah, il a dit que la batterie, je crois. Je demande s'il revient, hein, j'espère. Bon, si c'est la batterie, probablement c'est ce qui faisait des bruits là, c'est que ça ne chargeait pas. Oui. Je demande s'il revient. Aussi, il peut se connecter rapidement avec son téléphone, comme ça, au moins on a le temps de sauter même le miroir aujourd'hui afin qu'il dise juste le mot de la fin, comme ça on peut clôturer l'émission. Si vous pouvez lui demander de se connecter avec son téléphone, c'est un peu compliqué, mais on va essayer de voir s'il revient. Oui, avec le téléphone peut-être. Oui, comme ça on peut finir, puisque là, si c'est l'ordinateur qui est déchargé. C'est dommage, il aura pas fait le miroir. Ah voilà, il va sauter le miroir, ça sera pour la prochaine fois, puisque comme ça on aurait su un peu ses qualités, ses défauts, et puis voilà. Oui, voilà. C'est important le miroir. Voilà, oui. Alors, nous remercions encore une fois nos téléspectateurs hein, qui sont là en train de nous suivre, spécialement sur notre chaîne YouTube, et nous demandons aussi à ceux qui nous suivent de recommander notre chaîne chez des amis afin que nous puissions... De s'abonner aussi, de s'abonner. De s'abonner, voilà. Ouais. Voilà, espérons qu'il nous revienne vite notre invité. Et heureusement que c'est parti quand on avait déjà presque tout fini, hein, donc il ne restait que... Voilà, il est là et on va essayer de voir si on l'a au moins. Alors, il nous écoute déjà plus qu'il est, c'est ce qu'on appelle des roues. Mais si vous pouvez essayer de mettre votre téléphone en mode panorama, M. Alex, puisque vous nous attendez, même si vous n'êtes pas encore en direct, c'est un peu, voilà, comme ça. Oui. Alors, vous pouvez même tenir comme ça et on va essayer de se débrouiller pour finir comme ça, il n'y a pas de problème. Et attendez, voilà. Et ça marche et il va nous revenir pour quelques minutes avec son téléphone, le temps juste
de compléter un peu pour qu'on puisse les retrouver. Et voilà. Ouais, il a fait disparaître. OK, alors restez comme ça, hein, il n'y a pas de problème, ce sera pour à peine 5-10 minutes, nous aurons fini. Voilà, il est là, merci d'être avec nous, hein, ça marche un peu, voilà, il n'y a pas de problème. Mais la tête est un peu coupée, mais je crois que si vous nous attendez que vous pouvez parler, il n'y a pas de problème. Ouais. Oui, oui, je vous attends très bien. Voilà, donc on pourra bien finir, hein, même si on peut faire rapidement comme ça la conclusion. Patricia, c'était à moi, oui. Oui, c'était à moi. Donc, merci, Dr. Foucault d'être revenu. Et merci aussi pour les recommandations de livres. Je vais récupérer la liste chez vous et je la mettrai aussi sur les commentaires de la chaîne YouTube. Comme ça, les auditeurs pourront récupérer les titres. Je pense que c'est important de lire et de se documenter sur la problématique du Congo. Alors, nous allons, je pense, vous donner… Père GP, est-ce qu'on fait le miroir ou pas? Bon, je ne sais pas si sa batterie de téléphone peut tenir pour… On va passer le miroir. Pour ce soir, on va passer le miroir. Il ne connaît pas l'expérience du miroir, on va passer. Vous avez échappé. On va sauter le miroir aujourd'hui puisqu'il y avait une main qui tient le… Oui, je suis désolé, j'ai eu un souci. Ce n'est pas grave. C'est pas grave. Alors, on va clôturer. Alors, nous vous donnons donc maintenant l'opportunité de dire votre mot de la fin et voilà. Et quel message adresserez-vous aujourd'hui à ceux et celles qui nous ont suivis? Mais aussi peut-être, pourquoi pas, aux décideurs congolais, puisque beaucoup d'entre eux sont passés au dialogue avec, et donc ils peuvent aussi regarder l'émission. Mais aussi, si vous avez un mot particulier pour la communauté internationale, mais aussi pour les Congolais en général. Merci, Dr. Merci. En fait, je suis toujours inspiré par le professeur Tony Booth de Cambridge. Il dit souvent que les valeurs ont une valeur s'ils sont vécues. Qu'est-ce que je vais dire par là? C'est un message pour les acteurs internationaux qui se trouvent en RDC. La RDC est devenue comme un bébé éternel. Et les acteurs internationaux deviennent, font partie prenante de cette façon de continuer à ne pas vraiment défier le gouvernement congolais voilà, à donner la paix ou bien à restaurer l'autorité de l'État. Mais qu'est-ce que je voulais dire par les valeurs? C'est interpeller les leaders congolais et les acteurs internationaux de vivre ces valeurs de l'humanité, ces valeurs de bonne gouvernance. Le Congo est aujourd'hui le pays le plus pauvre du monde, après soit le Burundi ou le Congo. Et c'est un paradoxe du fait que le Congo est le pays le plus riche à ressources, mais le plus pauvre vraiment in actual sense. Ça, c'est quand même extraordinaire. Il a maintenant un petit souci de son là. Hein? Il y a un petit souci de son maintenant. Peut-être qu'il a touché un bouton pendant qu'il parlait et on ne l'attend presque plus là. Allez. Je suis désolé. C'est peut-être la connexion, je crois. Oui, ça doit peut-être la connexion puisqu'on le voit quand même bien. Ça doit être qu'il a touché un petit bouton et on n'arrive plus à… Donc, ça a désactivé probablement le micro, mais je crois que il est encore là et qu'il pourra nous revenir rapidement pour finir. Oui, il est parti. Alors, pourtant, on a bien commencé et on va finir un peu presque. Oui, il est en train de revenir et je crois que ça ira. Et voyons, problème de… Voilà, bon, nous sommes habitués avec ces genres d'expériences et je crois que
Ça arrive. Oui, oui, ça arrive souvent. Voilà. Est-ce que ça marche maintenant? Essayez de parler. C'est beau? Voilà, Oui, ça Non? sort quand on vous même. entend. Oui, allez-y rapidement. Oui. Allez, allez, allez. Voilà, ça Je suis va, très ça va. désolé. Allez, non, 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 ça va. Allez-y. On a vu pire que ça. Ah, ok. Vous m'écoutez? Oui, on Voilà, on vous vous entend écoute très bien. maintenant. Allez-y, Oui, C'est allez-y. on beau? vous écoute. Oui. Mhm. En tout cas, nous, on vous Allez. écoute. Je ne sais pas si vous nous écoutez. Nous, on vous Vous écoute. nous entendez? Oui, 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 je vous Voilà, écoute très bien. Donc voilà. voilà, j'interpellais sur la question de gouvernance, que Oui. c'est une question de tout le monde, de la population, qui doivent rendre le gouvernant redevable. Mais c'est la question aussi des acteurs internationaux qui doivent Mhm. vivre ces valeurs qu'ils déclarent. Ils disent qu'ils sont là pour l'humanitaire. Donc, ils doivent vivre ces valeurs humanitaires. C'est Mhm. aussi l'interpellation aux gouvernants congolais qui doivent, voilà, en tout cas, c'est un moment, si on peut le dire, d'avoir honte. On ne peut pas avoir un mandat, deuxième mandat, en promettant. Il faut délivrer. Et la priorité, c'est donner la chance à la paix. Mhm. Merci. Absolument. Merci. Merci, Dr. Bouka. Alors, Jean-Pierre, à vous. Voilà. Alors, en tout cas, un grand merci encore une fois pour avoir accepté de répondre à notre invitation. C'est vraiment un grand plaisir et d'avoir passé plus d'une heure et 45 minutes ensemble pour Ouais. répondre à nos questions. Et je crois que nous pourrons vous avoir prochainement. Nous restons ouverts à tout le monde, pourvu qu'il n'y ait pas des injures et des méchancetés, et ce que vous n'avez pas fait aujourd'hui. Et on permet à chacun de s'exprimer et de dire ce qu'il pense pour le bien du pays. On dit toujours que des chocs d'idées jaillit la lumière. Donc, merci beaucoup encore une fois, Monsieur Alex Vuka, pour votre présence. Nous remercions aussi tous nos téléspectateurs qui nous ont suivis Merci beaucoup. aujourd'hui. On s'excuse pour le petit retard, mais ce n'était pas beaucoup. Et puis pour les petits soucis techniques des dernières minutes, mais ça a marché quand même. Merci encore à Patricia d'avoir aussi sacrifié son rhume pour participer à l'émission. Merci, Et je ne pouvais pas manquer ça. Merci. voilà. Merci à Donc, vous. nous saluons Merci. nos téléspectateurs et puis demain, on aura la rediffusion. Donc samedi, on aura la rediffusion de cette émission au cours de la journée et restez toujours fidèles à nos programmes. Et n'oubliez pas de partager notre chaîne YouTube à des amis afin qu'ils puissent s'abonner. Et nous nous retrouvons aussi vendredi prochain avec le même plaisir, avec d'autres invités que nous allons vous annoncer. Et je ne sais pas si Patricia a un petit mot de la fin aussi, si j'ai oublié. Normalement, le mot de la fin, c'était pour notre invité, mais bon, oui, je vais juste le remercier. Merci beaucoup, Dr. Bouka. Je sais que vous êtes quelqu'un de très occupé et vous avez trouvé le temps de venir parler, donner un autre son de cloche à notre audience, mais aussi à tous ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux. Et je pense que c'est important parce que nous vivons aujourd'hui une ère, je pense que je le dis souvent au Père Jean-Pierre, à Père Jean-Pierre, nous vivons une ère où la parole est presque restreinte. Donc, pour moi, en tout cas, c'était important d'écouter autre chose que ce qu'on entend à Kinshasa. Donc, je vous remercie pour votre disponibilité et je remercie aussi Père Jean-Pierre de faire en sorte que le dialogue avec continue et que le dialogue avec soit inclusif. Je pense que c'est important. Merci. Voilà, ça c'est important pour nous. Nous, c'est l'inclusivité. Donc, on n'exclut personne, sauf les gens qui aiment bien des injures ou des méchancetés. Et puis, disons, Monsieur Alex Vuka, vous avez la chance aujourd'hui de faire l'émission avec
notre nouveau générique. C'est quand même aussi un élément nouveau pour nous et je crois que les téléspectateurs l'ont apprécié. Donc, c'était la première fois d'utiliser le générique, le nouveau. Donc, c'était la nouveauté aussi du jour aujourd'hui. Encore une fois, merci à tous et bonne soirée pour les uns. Bon après-midi pour les autres et bonne journée aussi pour encore ceux qui sont au pays de soleil levant. Nous allons nous retrouver prochainement avec le même plaisir. Au revoir et à très bientôt. À bientôt, bye bye. Bye. Merci. Bye bye.